Alors, j'invite, avant de vous passer la parole, je voudrais présenter le prochain intervenant, qui est le docteur François Sarkozy. Il va nous adresser une communication basée sur une expérience de terrain, comment elle a été menée, tout ce qu'elle a pu apporter comme information qualitative, quantitative et déterminante sur une région, et enfin comment elle a été déclinée en termes de communication. Dr François Sarkozy est pédiatre de formation. Il est membre de l'Académie de la pharmacie également. Il a eu un parcours hospitalier, un parcours également auprès de grandes structures industrielles de la pharmacie. Et donc, je crois qu'après, un passage également hospitalier. Il a fondé et dirigé des cabinets conseils en stratégie dans le domaine de la santé et notamment dans l'optimisation justement du parcours de soins des patients chroniques. Actuellement, il est à la tête de FSNB, Health and Care, dont les activités sont liées à la santé. C'est une plateforme, notamment une plateforme télévision qui est Tous pour la santé, il en parlera tout à l'heure. Alors, pour ajouter, donc, cette plateforme relate les études de communication, les affaires publiques. Elle est totalement dédiée à la santé avec une émission qui est diffusée très largement. Il est Senior Advisor de Healthcare du groupe Média Reward qui relaie cette plateforme. Et pour terminer, une note qui n'a rien de médical, passionné d'art contemporain. Et là, tout à l'heure à midi, passionné également maintenant vers très très ouvert. Vous avez un tour d'horizon, vous avez à 360 degrés de tout ce qui touche à la santé et en plus ce regard d'artiste. Alors je vous invite donc à prendre la parole pour nous faire part de cette expérience. Ma chère Nadia, merci mille fois pour cet accueil. Alors vous mettez la barre haut, donc j'espère que je vais être à la hauteur de vos espérances. En tout cas, je voudrais vous remercier. Je suis extrêmement flatté d'être avec vous. Je remercie cher Younes. Grâce à mon ami Francis, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors effectivement, moi je crois que pour faire changer le métier, il faut des données. Alors vous savez tous depuis fort longtemps que le pharmacien d'officine est un acteur du premier recours. Oui, c'est bien de le savoir, mais c'est comme M. Jourdain qui ne savait pas qu'il faisait de la prose. Il faut le montrer. Et c'est ça ce qu'on a essayé de faire. Donc on a développé des études avec ma plateforme, donc Tous pour la santé. Nadia a fait une belle publicité, donc je ne vais pas insister là-dessus. On a fait une première étude avec l'ARS Île-de-France, donc l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et les pharmaciens d'Île-de-France avant le Covid. Et puis on a fait une deuxième étude qui a duré 1 an dans la région Grand Est avec l'Agence régionale de santé, l'URPS pharmacien. Et je pensais que c'était une bonne base pour parler de en quoi les pharmaciens peuvent changer, faire évoluer leur communication s'ils veulent une reconnaissance dans les différentes composantes de leur métier. Alors, je vais vous montrer rapidement la méthodologie. On va parler de l'échantillon, sans doute un biais de sélection, parce que ceux qui nous ont répondu sont sans doute ceux qui sont intéressés par les demandes de soins non programmés. Il faut le rappeler. Les résultats, quelles ont été ces demandes de la part des patients ou des usagers. Je déteste ce mot usager, je préfère qu'on parle de clients de l'officine. Ça me paraît plus noble que de parler d'usager. Usager, ça fait user, j'aime pas ça du tout. Enfin bon, c'est le mot consacré. Les réponses apportées par les officines et les enseignements. Alors, d'abord, quelle méthodologie? Alors, on a beaucoup travaillé avec l'URPS pharmacien, donc le responsable du réseau officinal de la région Grand Est, qui est une région grande qui comporte l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, sur la définition. Donc c'était finalement ce qui ne concerne pas la délivrance, c'est-à-dire les demandes urgentes ou pas urgentes des usagers, des patients qui arrivent dans vos officines. Ils avaient un petit peu de prudence, ils ont été plus prudents dans le Grand Est qu'en Île-de-France. En Île-de-France, ils voulaient surtout aussi qu'il y ait des urgences. Là, ils ont dit attention, s'il y a besoin d'aller à l'hôpital directement, allez à l'hôpital directement. L'approche, je vais la décliner extrêmement vite. On a recruté les officines grâce à l'URPS pharmacien, qui a fait un mailing. On a organisé après un webinaire de formation pour expliquer ce qu'on voulait faire et comment ça allait se passer. On a créé une base de données, ça c'est notre savoir-faire, où le pharmacien volontaire s'enregistrait dans la base de données pour donner quelques éléments de caractérisation de l'officine, dans quel territoire rural, petite ville, grande ville,
quel type d'officine, centre commercial, centre-ville, quelle est la taille de l'effectif, de l'équipe, quel est son sentiment quand on demande de soins non programmés, quel est le type de formation ils avaient reçu. Ensuite, on a collecté les informations. Et là, une approche originale, et il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment Christophe Wilk, qui est le président de l'ERPS pharmacien, qui a insisté là-dessus. J'étais dubitatif, j'avais tort, il avait raison. Il a proposé qu'on ait une demi-journée roulante par semaine. Donc une semaine, c'était lundi matin, l'autre semaine, lundi après-midi, le mardi matin, mardi après-midi. Et vous allez voir que ça a un impact clair sur les demandes, c'était extrêmement intéressant. Mais quand les pharmaciens étaient volontaires, ils devaient nous donner, enregistrer. On leur demandait d'enregistrer, c'était la deuxième partie. Dès qu'il y avait un cas patient, ils enregistraient bien sûr des données anonymes, mais pour décrire la demande qu'ils avaient reçue et ce qu'ils avaient fait. Il y avait une indemnisation des pharmaciens, plutôt indemnisation à la formation. Je ne souhaitais pas que les pharmaciens soient payés pour cela, parce que c'était une étude, une expérimentation, et je ne voulais pas qu'on nous dise « vous les avez incités à enregistrer des données », donc c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas d'indemnisation directe, mais c'était plutôt une indemnisation à la formation, et l'enquête a duré 1 an. Et c'était pendant la période Covid, important de le signaler. Alors, les résultats, 189 pharmaciens ont participé, c'est quand même 12% des officines du Grand Est. C'est assez important comme échantillon. Alors, ils sont très disciplinés dans le Grand Est. Est-ce que c'est parce que c'est l'Est? Est-ce que c'est parce qu'il y a Francis qui n'est pas loin? Francis Mégerlin, peut-être. Mais en tout cas, ils sont très disciplinés, très actifs, très acteurs et proactifs. On a beaucoup parlé de ça à l'heure du déjeuner, je crois que c'est un point majeur. Donc 12% des officines du Grand Est. On a réussi à documenter plus de 11 000 demandes de soins non programmés. Donc c'est vraiment un échantillon. Et quand je présente cette étude, on dit « waouh ». Et bien ça veut dire que ça a un impact. C'est pour ça que Francis insiste, et moi aussi, sur la nécessité de documenter les choses. On a une représentation assez bonne des officines de la région, que ce soit en termes de sexe, que ce soit en termes d'âge des titulaires, ou que ce soit en termes de répartition territoriale. Au milieu, je pense que ça marche, et si je le montre sur mon écran, ça ne va pas marcher. Au milieu, vous avez en bleu notre échantillon, en vert l'échantillon de référence. Vous voyez qu'on est assez bien répartis géographiquement sur les différents départements qui composent cette grande région du Grand Est. Quand on voit la répartition entre sexes, eh bien, on a plus de femmes, 59% de femmes versus 53%. Ce n'est pas un drame. Ce qui est assez intéressant, c'est la typologie des villes qui ont participé. On a plutôt plus de petites villes. Et ça, c'est intéressant parce qu'il semblerait, et on a déjà retrouvé ça dans notre enquête en Île-de-France, que dans les petites villes, on est plus habitué à avoir ce rôle de premier recours. J'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, 88% des titulaires nous ont dit qu'effectivement, cette contribution aux soins non programmés avait augmenté du fait de la crise Covid. Et c'est bien normal, pendant le confinement, vous vous souvenez, les files d'attente, c'était compliqué, y compris en France. Alors, un point important, on a interrogé les pharmaciens sur leur envie de faire reconnaître cette contribution. Eh bien, 98%, ça ne vous étonnera pas, ils veulent absolument que cette compétence des pharmaciens soit reconnue. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont joué le jeu d'enregistrer ces données. On leur avait expliqué en long, en large, en travers, ce que j'essaie de vous expliquer avant, c'est que si on ne mesure pas, si on ne documente pas, on n'obtient rien. Bien sûr, un point important, c'est qu'ils demandaient eux-mêmes, donc ça c'est la réponse du titulaire, d'avoir des formations spécifiques aux urgences et à l'aiguillage. Les pharmaciens sont bien évidemment des aiguilleurs, mais dans certains cas, on peut améliorer les choses. Vous le verrez, c'est très clair avec les résultats de notre enquête. 85% des titulaires, en revanche, n'étaient pas à jour de leur formation sur les urgences. Je vous rappelle, c'est une formation obligatoire dorénavant en France pour les jeunes pharmaciens, ils sont à jour, mais les titulaires, qui sont forcément moins jeunes que leurs adjoints, n'étaient pas à jour à 85%. Et seuls 26% avaient reçu une formation spécifique pour l'orientation des patients. Alors, plus intéressant, enfin, je pense que c'est quand même intéressant, l'échantillon évidemment, mais quelles étaient ces fameuses demandes ? Et qui demandait? Alors, dans 91% des cas, donc dans la très grande majorité des cas, c'est une visite spontanée du patient, du client à l'officine pour avoir une demande à l'officine. Alors, dans certains cas, ça a été la recommandation d'un proche. Parfois, un professionnel de santé libérale, notamment si le médecin est débordé, il dit « allez donc à la pharmacie pour avoir un avis d'un professionnel de santé ». Ce qui est intéressant, c'est que dans 5% des cas, et c'était beaucoup plus élevé en Île-de-France, dans l'enquête qu'on avait
faites, c'était plus du double, c'était plus de 10%. Là, 5% des cas, le patient a eu des problèmes pour contacter un autre professionnel de santé. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle simplement une désertification médicale galopante, des zones de sous-densité médicale, si on parle un langage administratif, de plus en plus nombreux, notamment en zone rurale. Et dans certains cas, ils sont venus après avoir essayé de contacter un autre professionnel de santé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que l'officine est clairement identifiée comme un centre de premier recours. On s'est aperçu dans cette enquête, puisqu'on a fait une analyse par territoire. Si vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a des couleurs. Plus c'est rouge, plus il y a de problèmes. Donc, on s'est aperçu que dans certains territoires, la notion d'accès à un professionnel de santé était beaucoup plus importante. On va jusqu'à 24% en Haute-Marne. 24% des demandes qui sont arrivées à l'officine qu'on a documentées, ils avaient eu un problème de recours à un autre professionnel de santé. Tandis que dans d'autres territoires, on était à 4%, par exemple dans les Vosges. C'est un premier point important. Deuxième point important, 99% des officines avaient un local de confidentialité. Alors vous allez me dire, c'est plus simple dans le Grand Est qu'à Paris. Pourquoi? Parce qu'on a moins de problèmes de prix de foncier. À Paris, on a un problème de local, et souvent le local de confidentialité, c'est souvent le bureau du titulaire, pour être simple. Et enfin, la plupart d'entre eux ont développé des capacités de dépistage, donc de mesure de la tension artérielle, de réalisation de TROD. Donc, c'est ce que j'ai décrit en termes d'organisation en cours en typologie de centre de santé. Je pourrais aussi vous dire que la taille moyenne de l'équipe officinale était de 6. Un pharmacien, un adjoint et des préparateurs. Alors, qui étaient ces fameux usagers, patients, qui viennent avec des demandes? Donc, vous avez sur la colonne en bleu roi la typologie des demandeurs dans notre enquête. En vert, c'est la typologie révélée par l'INSEE dans la région Grand Est. C'est bien sûr essentiel de se comparer, parce que sinon, on n'a pas de bonne interprétation. Donc on essaie toujours, dans toutes nos enquêtes, de trouver un échantillon de référence pour regarder comment ça se décline. Alors, premier point, vous le voyez, il faut que j'arrête de mettre le pointeur sur le truc. Le type qui a vraiment rien compris à la technologie, c'est moi. Alors, évidemment, on a un poids des femmes beaucoup plus important. Ça ne vous étonne pas, puisque les clients, il y a plus de clientes des officines, c'est plutôt les femmes qui s'occupent de la santé, 59% versus 52%. Deuxième point, c'est qu'on a toutes les catégories d'âge, les nourrissons, les enfants, les jeunes adultes et les seniors. Mais un point qui, moi, m'intéresse particulièrement, ce sont les jeunes adultes. Vous savez qu'on a un vrai problème d'accès à la santé des jeunes adultes qui ne vont pas chez le médecin. Les adolescents et les jeunes adultes ne vont pas voir les médecins, mais en revanche, j'étais ravi parce que j'avais fait une présentation à l'Académie de pharmacie sur le sujet des adultes jeunes. J'étais ravi parce que ça venait confirmer qu'ils voient bien les officinaux. Donc ça, c'est un premier point. On a regardé d'autres caractéristiques, je n'ai pas le temps de tout décrire, mais 5% n'avaient pas de médecin traitant. La majorité des patients étaient connus de l'officine, à 81%, mais il y avait quand même, à 71%, pardonnez-moi, 29% qui ne sont pas connus de l'officine, donc qui viennent spontanément. On avait des bénéficiaires d'aide, vous savez, de prise en charge à 100%, 7%, et on avait 20% de patients porteurs d'une affection longue durée, donc déclarés comme maladie chronique. Alors, pourquoi venaient-ils? Là aussi, c'est intéressant. Alors, ils viennent beaucoup pour des pathologies du quotidien. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'avait pas du tout la même typologie de demande dans le Grand Est qu'en Île-de-France. En Île-de-France, je vous rappelle, c'était avant le Covid, la première des raisons pour lesquelles ils venaient à l'officine, devinez, c'était la traumatologie. Pour ceux qui sont passés par Paris avec les trottinettes et les vélos, vous comprenez pourquoi la maire de Paris est dangereuse en termes de santé publique. Mais ça, c'est une autre déclaration. Vous pouvez le répéter, j'assume, sans problème. Alors, les raisons pour lesquelles ils sont venus dans le Grand Est, dans les officines, beaucoup pour la dermatologie, 19% des cas, l'ORL, 15% des cas, des pathologies diverses, très bien, la gastro-entérologie, 11%, et la prise en charge de Covid, 9%. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut regrouper ces demandes en 3 grands groupes de raisons pour lesquelles ils viennent. Alors, on en a déjà parlé ce matin. Beaucoup viennent pour ce que j'appelle les pathologies du quotidien. 50% des demandes, 52% des demandes, c'est la pathologie du quotidien, ce que parfois vous appelez la bobologie.
Néanmoins, dans 30% des cas, c'est pas nul 30%. Je vous rappelle qu'on a 11 000 demandes. Hein. Donc 30%, c'est plus de 3 500. Sont venus pour des symptômes beaucoup plus aigus, plus urgents. Des douleurs dentaires, de la traumatologie, l'urologie, on y reviendra, l'infectiologie, le Covid. Et 7%, je vous rappelle qu'on a 20% de pathologie chronique, mais un patient diabétique, il peut venir parce qu'il s'est fait piquer, il peut venir parce qu'il est tombé. Là, on l'a mis dans pathologie du quotidien. Parfois, les patients viennent vous voir pour leur pathologie chronique. Comment je dois lire ce lecteur de glycémie? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien équilibré, etc., etc. Et ça, c'est dans 7% des cas. Ce n'est pas inintéressant, c'était la diabétologie, le diabète, le cardiovasculaire, la pneumologie et le tabac. Alors, ce qui est évidemment, moi, me passionne, c'est qu'on s'est intéressé pour voir si les demandes étaient différentes selon les sexes et selon l'âge. Alors, ça ne va pas vous étonner, puisque vous connaissez votre patientèle. On a une très belle démonstration ce matin de Daria, si vous me permettez de vous appeler comme ça. Mais alors, évidemment, les hommes avaient beaucoup plus de causes de traumatologie. 9% versus 5% pour les femmes. Aussi, ils s'intéressaient plus au Covid ou RL. Les femmes, eh bien évidemment, c'était plutôt la partie urogynécologique. Si on regarde l'âge, très intéressant, je crois. Vous avez vu, c'est le type qui fait les commentaires sur son étude. Je devrais être plus neutre, mais j'ai du mal parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Les personnes âgées, pour les personnes âgées, le cardiovasculaire représente 7%. En Île-de-France, on montait à 15% et il y avait notamment des gestes d'urgence importants qui étaient réalisés à l'officine, y compris massage cardiaque. Alors, évidemment, si on regarde les nourrissons, donc c'est la colonne de gauche. Là, on a toute la panoplie. On monte à 27% de gastro, on monte à 22% en dermato. Chez les enfants, 29% de dermato. Et chez les adultes jeunes, c'est bien sûr Covid et gynéco qui emportent la palme. Alors, une autre différence, puisque je vous ai dit qu'on avait ces journées tournantes pour enregistrer les données, c'est la différence. On a voulu regarder s'il y avait des différences selon le jour de la semaine. Eh bien oui. Alors si je suis très caricatural, je ne vais pas vous embêter avec la lecture de tout ce diagramme. Le mercredi, il y a plus de traumatologie. C'est la journée des enfants, hein, c'est la journée où les enfants ne vont pas à l'école. Le vendredi et le samedi, il y a plus de tests de Covid. On va avoir des interactions sociales. Et le lundi, plus de demandes de gynécologie. Alors est-ce que c'est un reflet de l'activité du week-end ? Je ne peux pas le dire, mais on peut éventuellement le laisser penser, le croire en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les demandes sont différentes selon la typologie et la situation des officines. Ainsi, dans les centres commerciaux, où c'est plus impersonnel, on va avoir des demandes dentaires, ORL et gynéco. En revanche, quand on est dans les quartiers ou en centre-ville, c'est bien sûr le Covid qui remportait la palme, hein, c'est la notion de le côté pratique. Et puis, dans les officines de quartier, c'était plutôt la dermatologie. Enfin, là, c'est un graphique qui vous montre l'évolution des raisons pour lesquelles les patients sont venus à l'officine au fil des sessions. On a eu un an de session. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez très clairement les pics de Covid. En fait, on a détecté, je vous montre juste après un détail, les pics de Covid avant Santé publique France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les meilleurs indicateurs, c'est dans le suivi dans les officines. On voit apparaître la dermatologie avec les chenilles processionnaires du chêne qui sont arrivées beaucoup plus tôt que ce croyaient les officinaux. Ils nous avaient dit on sait en juin. Ben non, ça a commencé clairement l'année dernière, ça a commencé clairement en mai. L'ORL, etc. C'est ça. Et donc ça a une valeur énorme pour les agences régionales de santé. Et si je vous montre le détail, donc là, c'est le suivi de poids du Covid dans les demandes session par session. Vous voyez qu'on a des pics. On avait un pic le 24 décembre, on a eu un pic à Pâques. Ça, c'est pourquoi ? C'est parce que les gens allaient avoir des interactions familiales et ils voulaient s'assurer qu'ils n'allaient pas donner à leur grand-mère le Covid. On a pris la décision au cours de l'étude de différencier les demandes de tests Covid de confort de la demande rouge qui sont les symptômes, et c'est là où on a pu confirmer qu'effectivement les officinaux permettaient de détecter les épidémies en amont du système d'organisation. Inutile de vous dire que ça a retenu l'intérêt de l'ARS.
Même chose pour la dermatologie. Je vous ai montré, je vous ai dit qu'en fait, on a dit qu'est-ce qui se passe en dermatologie? Et c'est là où ils nous ont dit qu'effectivement, c'était les chenilles processionnaires du chêne. Plus intéressant, me semble-t-il, c'est quand on zoome sur le poids de la dermatologie, on est capable de localiser, plus c'est rouge, plus il y en a, on est capable de localiser les endroits où ça se passe. Donc il y a certains territoires beaucoup moins concernés que d'autres. Donc vous voyez qu'on arrive à avoir une lecture assez précise des événements qui touchent la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors on a beaucoup d'autres analyses, mais encore une fois, faute de temps, je vous ai donné ce qui me semble le plus intéressant. Quelle a été la réponse des équipes officinales? C'est quand même pas inintéressant, parce que c'est bien de porter un bilan, un dépistage, c'est mieux de voir ce qu'on en fait, me semble-t-il. Alors, ce qu'on a essayé de faire sur cette diapositive, c'est de montrer, de partir de façon extrêmement schématique de la sollicitation des patients à l'officine. Est-ce que les officinaux ont recueilli des informations? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je vous ai dit plus de 11 000 demandes de soins non programmés en un an que nous avons répertoriées. Donc ça veut dire, comme c'était une demi-journée par semaine, vous imaginez le poids. On peut... Si je multiplie par 12, on a sans doute une vision bien meilleure de ce qui se passe. Dans 97% des cas, le pharmacien a collecté des informations. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant. En revanche, il n'a eu recours au dossier pharmaceutique, qui est vraiment très spécifique des officines, que dans 7% des cas. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on zoome, juste pour vous montrer le poids des analyses qu'on peut faire, on s'est posé la question du recours, de l'importance du recours au dossier pharmaceutique en fonction des raisons des demandes. Eh bien, il travaille bien, le pharmacien, en tout cas ceux qui nous ont répondu travaillent bien. Quand c'est une raison liée au diabète, ils vont jusque dans 25% des cas, je crois, consulter le dossier pharmaceutique. Quand c'est lié au respiratoire, c'est 16%. Donc on est très loin des 7%. Vous voyez, on arrive à avoir un diagnostic extrêmement précis de ce qui se passe. Alors, évidemment, presque dans tous les cas, ça aboutit à l'émission de conseils. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'a montré Luc, c'est tout à fait cohérent. Dans 80% des cas, il y a une délivrance de produits. Dans l'essentiel des médicaments, c'était beaucoup moins en Île-de-France, mais je vous rappelle qu'en Île-de-France, la première des raisons pour lesquelles ils étaient venus, c'était de la traumatologie. Donc la traumatologie, il y a moins de produits, sauf s'il y a des compresses, des désinfectants ou des antalgiques. Et dans 15% des cas, ça peut être un geste technique, soit un test de diagnostic rapide antigénique de Covid, soit un test streptocoque, etc., etc. Alors là, on a voulu regarder, on a regardé plein de choses. Combien de temps le pharmacien a-t-il mis? Eh bien, en moyenne, chacune de ces demandes a demandé 8 minutes de temps du pharmacien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a près de 20% des demandes pour lesquelles il a passé plus de 10 minutes. C'est un point, je crois, important. La prise en charge était pour l'essentiel au comptoir à 82%, 9% local de confidentialité, mais c'est vrai, quand vous venez parce que votre bébé a un bouton, les choses vont relativement vite, parce que vous avez mal à la gorge, ça va relativement vite. Le pharmacien lui-même était impliqué une fois sur deux, dans 52% des cas, et il n'a utilisé un protocole que dans 9% des cas. Sans doute parce qu'on a besoin de plus de protocoles. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, on a regardé le temps passé en fonction de la typologie des demandes. Eh bien, alors évidemment, quand c'était un test Covid, ça a pris plus d'un quart d'heure. Quand c'est le diabète, ça a pris 12 minutes. Et on a été un cran plus loin parce qu'on a regardé le temps passé donc pour la prise en compte d'une demande liée au diabète. On a regardé quel était le pourcentage de produits donnés. Et bien là, c'était que 45%. Ça veut dire que dans 55% des cas, le pharmacien passait 12 minutes en moyenne et il n'a eu aucune rémunération. Est-ce que ça, c'est un élément clé vis-à-vis des autorités? Oui, c'est un élément clé vis-à-vis des autorités. Et les syndicats nous regardent avec beaucoup d'intérêt quand on présente ce type de choses. C'est la raison pour laquelle on étend cette étude. Après, qu'a-t-il fait? Eh bien, l'orientation, c'était un retour à domicile dans 9 fois sur 10, dans la très grande majorité des cas. Alors, parfois, dans 15% des cas, alors, il pouvait dire aussi allez à domicile, mais si vous n'allez pas mieux, allez voir votre professionnel de santé. Donc, parfois, il l'envoyait en premier, d'emblée chez le professionnel de santé,
ou dans un deuxième temps. Et là, c'était pour l'essentiel, il est déontologique, chez le professionnel de santé du patient, évidemment. Rarement recours au service des urgences à 1%. En Île-de-France, encore une fois, plus de traumatologistes et 7% de recours aux urgences. Un point de déception, on pourrait appeler de déception, il faut bien qu'il y en ait, peut-être une communication peu fréquente avec les autres professionnels de santé, puisque c'est 2%. Mais un point d'optimisme, c'est que là encore, la communication avec les professionnels de santé était beaucoup plus importante en cas de diabète, de problèmes respiratoires ou de Covid, puisqu'on montait à 10%, et bien sûr aussi plus fréquent chez les seniors. Les enseignements, et j'en finirai là. Alors, moi, il me semble qu'à partir de ça, on a bien la confirmation, vous allez me dire, c'est pas un scoop, c'est peut-être pas un scoop, mais on le démontre, que les pharmaciens sont des acteurs du premier recours. Et pour répondre aux besoins, pas seulement du quotidien de nos concitoyens, mais aussi des patients chroniques. Alors, l'officine se structure en centre de santé de proximité, je vous ai dit, une équipe de 6, 99% de locaux de confidentialité, des possibilités de tests de dépistage. Deuxième chose, clairement, l'identification de l'officine par la population comme cet acteur de premier recours. Et ça, pour toutes les tranches d'âge, que ce soit pour les clients habituels, mais même pour les gens de passage, et je vous ai dit pour les différents types d'indications. Une implication importante des équipes officinales, c'est un point majeur. Le pharmacien lui-même est impliqué plus d'une fois sur 2. Le temps moyen, ce n'est pas 1 minute 30, non, c'est 8 minutes. 8 minutes, c'est assez long. Et puis une collecte d'informations qui est quasi systématique, avec une demande véritablement de contexte. Par exemple, en traumatologie, on avait clairement « êtes-vous sous anticoagulant », etc., etc. Une réponse adaptée, puisque dans 89% des cas, le patient est retourné chez lui, et lorsqu'il est orienté, c'était vers le professionnel habituel, et une rémunération décorrélée du temps passé, ou décorrélée de l'expertise. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Un point intéressant sur lequel j'aimerais insister. On a comparé certaines dimensions. Donc, c'est le pourcentage des demandes représentées. Là, c'est toute la population de demandes, les 100%. On a regardé ce qui était pris en compte dans le local de confidentialité, la durée moyenne de prise en charge, l'utilisation d'un protocole, la consultation du DP, etc., etc. Eh bien, on voit, par exemple, le diabète. 42% des patients diabétiques, lorsque c'était une demande liée au diabète, c'est dans le local de confidentialité versus 12%. La durée moyenne, c'est 12 minutes versus 8 minutes. Il n'y a pas de protocole thérapeutique, on peut le regretter dans le diabète. La consultation du DP, c'est 4 fois plus fréquent que dans la moyenne. Les demandes sans délivrance, je me suis trompé, c'est 71%, donc ils ne sont pas rémunérés du tout. Vous voyez que c'est vraiment intéressant. Plus d'actes techniques qui ont été réalisés et 29% d'orientation versus 15%. Donc vous voyez bien qu'ils s'adaptent, que c'est une prise en charge adaptée, en tout cas, avec l'échantillon de pharmaciens qui nous a répondu. Mais on a quand même 12% des pharmaciens du Grand Est. On n'a pas 1,5%. L'autre point, c'est l'Agence régionale de santé nous a dit, mais quelles recommandations ? Alors on a dit, il nous semble qu'à partir de ça, ça devrait être vraiment intéressant de créer un réseau sentinelle potentiel de pharmaciens. Pourquoi ? Parce qu'on permet de détecter les pathologies saisonnières. C'est un vrai témoin de la vie de la population des territoires, y compris, je ne vous ai pas eu le temps de vous le montrer pendant les gardes, c'est assez intéressant, et à partir de ça, on pourrait créer un tableau de bord pour vous montrer ce qui est en train de se passer dans vos territoires, puisqu'on peut rentrer territoire par territoire. Alors évidemment, il faut le faire qu'avec des officines volontaires. Et ça, c'est pour améliorer la qualité de la prise en charge et les recommandations. Ils ont envie d'aller vers ces missions de santé publique. Ils ont un besoin de formation. Il faut donc qu'on aille vers une formation des protocoles et des fiches concises de prise en charge. Et enfin, il faut absolument, ça a été souligné à plusieurs reprises depuis 2 jours, améliorer la communication avec les professionnels de santé, avec ces protocoles de collaboration pluriprofessionnelle pour la prise en charge des patients chroniques. Un exemple, en cas de demande liée à l'urologie, 45% sont envoyés au médecin. Si on crée un protocole simple, si le diagnostic de cystite itérative a déjà été fait, et de capacité pour l'officinal de délivrer l'antibiotique
en informant le médecin, vous voyez, on va contribuer au désengorgement des cabinets médicaux et des urgences. Alors, vous allez me dire, quels enseignements? Qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de communication? Alors, je crois que, vous savez bien, le pharmacien, je l'ai mis au centre parce que je pense qu'il est vraiment l'acteur du premier recours. Mais si on veut faire reconnaître ce rôle de premier recours et ce rôle que j'aime bien appeler d'aiguilleur de santé, Madame la ministre en a beaucoup parlé, chère Raymonde, elle a raison. Vous êtes les aiguilleurs. Je vous rappelle que dans certains territoires français, il faut 2 jours, voire 3 jours pour avoir rendez-vous chez le médecin généraliste. Tandis, comme le disait très bien le président, on débarque dans la pharmacie sans rendez-vous. Alors, bien sûr, s'il veut faire reconnaître cette prise en charge, il va falloir qu'il adapte sa communication. Alors, d'abord, il faut qu'il y ait une communication au sein de la profession. On en a parlé. La formation, des protocoles, des fiches spécifiques. Et puis, moi, cher Nadja, vous savez que je suis très friand de cette notion de pharmacologie clinique officinale. On a écrit un chapitre du livre qui va sortir en France là-dessus. Donc, je pense que c'est un point majeur. Deuxième chose, la communication avec les patients. Il y a des entretiens. J'ai parlé ce matin de spécialisation. S'il y a des entretiens en oncologie, il faut que ça soit bien sûr cadré. Il faut qu'il y ait un suivi de ce qui se passe. Très intéressant, dans notre étude, souvent, ils ont rappelé les patients après pour savoir ce qui se passait. Il faut être formé sur la communication et sur l'orientation. Dans quel cas j'envoie, dans quel cas j'envoie pas. L'entorse de cheville, quels sont les critères d'une entorse de cheville grave? J'envoie directement aux urgences. C'est pas grave, je donne du paracétamol ou je mets une bande ou une pommade. Entre les deux, j'envoie au kiné. Mais il faut bien que j'ai des critères bien définis. Avec les autres professionnels de santé, que ce soit les infirmières, les médecins ou les urgences, il faut des protocoles. On a beaucoup parlé, je ne vais pas insister. On peut avoir des matrices d'adressage. On a travaillé là-dessus, par exemple, pour savoir quand envoyer vers le néphrologue, quand le médecin généraliste ou le pharmacien doit envoyer les patients à insuffisance rénale chronique vers le néphrologue. Et puis, le dossier partagé, le partage d'informations. S'il n'y a pas de dossier partagé, c'est un point essentiel. Et si on fait ça, il me semble qu'on va pouvoir être en mesure de démontrer la valeur créée. Parce que c'est assez rapide à partir de ce type d'enquête de montrer si on n'avait pas eu le pharmacien, s'il n'était pas formé. Ce que je viens de vous dire très vite sur la cystite, 45% d'envoi vers le médecin généraliste, c'est assez facile. Si j'ai un protocole, je vois tout de suite l'efficacité pour le patient qui va gagner du temps. Plus on prend en charge vite, meilleure est l'efficacité. Et puis pour la sécurité sociale, pour la prise en charge, c'est un point. Et si à cette reconnaissance, vous pourrez demander une rémunération. Donc je pense que, et je parle sous contrôle de Francis qui insiste beaucoup là-dessus, il faut absolument mesurer ce que vous faites pour pouvoir le démontrer et avoir gain de cause. Je vous remercie. Merci, docteur François Sarkozy, pour vraiment comment, à partir d'une enquête, la somme et la richesse de la collecte d'informations sur la typologie des patients, la typologie des pharmaciens, la typologie des sexes, de l'âge, et les enseignements qu'on peut en tirer en termes de protocoles à mettre en place, de guidelines pour aiguiller, pour prendre des décisions ou de dispenser. Nous avons noté qu'en France, donc, la formation aux gestes d'urgence et à l'urgentologie est obligatoire. Alors, nous avons, je pense, des doyens de faculté avec nous. Donc, c'est à réfléchir dans la formation donc, déjà initiale. En général, dans la formation continue, on essaye de faire quelques ateliers d'urgence, mais c'est intéressant et important dans le cadre de si on veut se positionner en termes de premier recours. Merci infiniment donc aussi d'avoir fait ressortir que la somme et la richesse de l'analyse de cette collecte d'informations peut servir pour les autorités sanitaires en termes de détection précoce de certaines épidémies ou de certaines infections ou autres pour les autorités sanitaires, que le temps que nous passons est un temps précieux pour le système de santé et qu'il faut le rapporter, le valoriser et le rémunérer, et qu'il y a une formation qui peut découler. Et enfin,
que la communication, avec tout ce qui a été souligné dans la dernière diapo, est importante à élaborer. Je rappelle aussi que vous êtes aussi vous conseillez les deux grandes instances syndicales en France, à savoir la Fédération des syndicats des pharmaciens de France et l'Union des syndicats de l'USPO. Donc, c'est à noter, nous retiendrons. Merci pour votre intervention.